Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre, el primer Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual nos reúne de forma virtual y gratuita para intercambiar experiencias, culturas, conocimientos, metodologías de trabajo en la edición y para salir de las islas y afianzar la comunidad de edición iberoamericana. La edición nos une, nos potencia y nos da sentido. Bueno, hola, acá estamos. Hola Marí, Bonjour tout le monde. ¿qué tal? Bienvenidos a todos al Congreso. Soyez les bienvenus à ce congrès, encore une autre journée. C'était avec beaucoup d'efforts que l'on a organisé ce congrès. Je ne voulais pas même penser à ce congrès parce que j'étais tellement anxieuse. Mais on est là. Je voulais tout simplement vous dire bonjour à toutes et à tous. Et je ne peux rien dire parce que je suis tellement nerveuse à cause d'être avec Marie en leader dans le monde du montage. Je suis fan de ses films, de sa forme de montage, de sa manière de suivre le personnage. Et donc, pour moi, c'est un honneur d'être avec elle. Maintenant, je vais la présenter formellement, mais je ne veux pas oublier de vous rappeler que si vous voulez envoyer vos questions, vous avez la fonction questions-réponses en bas de votre écran sur Zoom. Après notre échange avec Marie-Hélène, on va poser vos questions. Je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous la connaissez. Marie-Hélène Dozo est la monteuse pour nous comme Argentins. Pour ceux qui sont là, qui sont en Argentine, elle est surtout la monteuse des frères Dardenne. C'est comme ça qu'elle est connue, mais elle a été récompensée de plusieurs prix pour son travail avec plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Et elle est professionnelle du montage depuis 30 ans. Et elle a reçu plusieurs prix, plusieurs nominations, surtout dans le cadre des prix Magritte. C'est une sorte de Oscar belge, le Magritte. Et elle a même gagné un prix Magritte avec un film d'un réalisateur belge sur des enfants africains, un musical. Puis elle va nous raconter son processus en général. Je m'excuse au moins pendant les premiers 10 minutes parce que je suis tellement nerveuse maintenant, mais je vous promets que au fur et à mesure que l'on avance avec notre conversation, je vais commencer à me relaxer. Donc, Marie-Hélène, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup pour l'introduction et puis pour l'invitation aussi. Je suis très heureuse de pouvoir participer à une discussion comme ça avec des professionnels du montage qui se trouvent de l'autre côté de la planète, je pense en général en Amérique du Sud et peut-être aussi en Espagne. Voilà. Merci à vous. Sí, hay de todos lados. Oui, il y a des spectateurs depuis de toute partie du monde, de tous les coins du monde. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer depuis le début. Racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir une monteuse? Quelle est votre formation formelle? Mais aussi, quelle autre formation avez-vous qui est fondamentale au moment de travailler ou qui est important pour travailler? En fait, j'ai un parcours scolaire assez classique, mais je me suis assez vite dirigée vers tout ce qui était les arts. D'abord, j'étais plutôt art, peinture, des choses comme ça. Et puis, je me suis dirigée vers la photo. Et puis les taux s'est encore resserré et je suis passée dans une option audiovisuelle pour mes 2 dernières années avant le baccalauréat. Et à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était le montage. Et quand je suis sortie à mes 18 ans, j'ai directement décidé de rentrer dans une école qui proposait une formation de montage script ici en Belgique, qui est l'Institut des Arts de Diffusion. Donc pour moi, c'était un choix évident
Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les histoires. Et je trouvais que j'ai toujours beaucoup lu. Puis j'étais une fan aussi de télévision. Mais je dirais ce que moi j'ai retrouvé dans le montage, c'était un peu mon appétit pour la lecture. Je pense que je n'avais pas les qualités pour devenir une écrivaine. Mais par contre, participer à l'écriture d'un film, écrire avec des images et des sons, partir d'une idée de quelqu'un d'autre et continuer à enclencher le processus et l'affiner. Voilà, c'était un poste qui me semblait, euh, il me semblait que je pouvais répondre à ça. Et puis après, c'est des rencontres. Je pense que c'est surtout ça. Les rencontres sont très importantes au début de notre parcours. Et j'ai assez vite découvert le documentaire et je trouvais que c'était un endroit où justement cette place pour écrire une histoire, une narration était très importante. Et le cinéma vers lequel je me suis dirigée dans un deuxième temps est aussi un cinéma qui est très proche du documentaire dans le sens où c'est pas un cinéma qui traite, c'est un cinéma proche de notre réalité et où la spontanéité est très importante. Voilà. Sí, hablando un poco de eso, Oui, lorsque l'on parle de ça, c'était une question que j'avais pour après, mais puisque vous avez déjà parlé de cela, je vous demande, votre cinéma entier, le cinéma de fiction et les films de non-fiction sont des films qui ont quelques caractéristiques documentaires, c'est-à-dire vous donnez du temps aux personnages pour que le public puisse le rencontrer, bien les connaître. Donc, quelle est la différence lorsque vous travaillez effectivement avec des documentaires? Par exemple, je l'ai noté ici parce que j'ai le nom en anglais tout simplement, les titres du film. Stop the Pounding Heart. Pour ceux qui nous regardent, c'est disponible dans la plateforme Mubi. C'est un film qui est décrit comme un documentaire, mais en fait, c'est assez flexible. C'est une définition un peu floue, n'est-ce pas? Donc, quelle différence est-ce que vous établissez lorsque vous devez faire un montage de Marion Cotillard dans une fiction en la suivant avec la caméra? Est-ce que votre position devient différente? Mais moi, je dirais ce qui différencie les deux, c'est quand je suis sur un projet comme Stop the Pounding Heart de Roberto Minervini. Même si Roberto a déjà une idée de narration assez précise dans sa tête et c'est quelque chose qui se construit au niveau du tournage parce que c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche sur son plateau. Il travaille beaucoup avec les protagonistes, mais il travaille aussi avec son équipe et c'est un processus de recherche et de construction qui continue dans la salle de montage et le film s'écrit vraiment en salle de montage, même s'il y a déjà une ossature plus ou moins définie au départ. Par contre, quand je travaille avec Luc et Jean-Pierre Dardenne, et par exemple sur un film comme Deux jours et une nuit de Marion Cotillard, mais il y a quand même déjà un scénario qui est là, qui est très précis et qui me sert moi comme base de travail. C'est-à-dire que quand je suis sur une fiction comme celle-là, pour moi, la première étape, qui est quand même très très importante, c'est de passer par un premier bout à bout de l'ensemble des rushs et de toutes les scènes qui ont été tournées. Et à partir de là, à partir du moment où on a l'ossature générale, qui est quand même, pour moi, je pense que c'est quand même important de présenter ce travail-là aux réalisateurs, parce que c'est quand même là-dessus sur lequel ils ont travaillé, ils ont écrit, ils ont tourné. Et puis,
ils sont confrontés à cette réalité-là et par la suite, on commence vraiment à travailler, à choisir. Bon, ce qui est aussi différent, c'est qu'il y a un vrai travail sur le jeu des comédiens, sur le rythme des prises, sur des choix qui doivent être faits, tandis que pour le film de Roberto, je dirais qu'on a... La première étape, c'est de visionner et puis on construit l'histoire. L'histoire n'était pas là. Nous, ce qu'on a mis en place et ce qui s'est de plus en plus renforcé, c'est l'espèce de parallélisme entre toute l'éducation que la protagoniste a reçue au niveau de la religion, de ce que c'est être une femme, de comment vivre sa vie de femme, qu'est-ce que c'est la foi, jusqu'où on va, enfin, de tout ce qui est inculqué dans un milieu assez rigide. Et en même temps, elle est à l'âge, à 18 ans, où elle découvre ce que c'est son corps, ce que peut être une relation amoureuse. Et on a travaillé vraiment sur une construction de ces deux fils-là pour arriver à la dernière scène, qui est la scène où sa maman, où elle s'explique avec sa maman, qui est vraiment la conclusion du film, sur justement qu'est-ce que c'est croire, qu'est-ce que c'est, est-ce que si je fais ça, est-ce que je crois vraiment, enfin voilà. Et je dirais l'histoire entre un peu idyllique, un peu romantique entre elle et le protagoniste qui fait du rodéo, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment dû chercher. Est-ce qu'on fait un vrai montage en parallèle? Combien de fois, à partir de quand on va construire cette histoire-là à l'intérieur de son histoire dans sa famille? Et ça, c'est un vrai travail. Donc ça, c'est vraiment très différent. Autant Roberto, on part pas de rien, mais on assemble quand même toutes les scènes, on cherche beaucoup. Là, avec les frères, on a une histoire, on a un fil, et puis voilà, on travaille autour de ça. Donc c'est un travail. Et puis le jeu aussi, je pense que le travail sur le jeu, quand on est en fiction, sur le jeu des comédiens est beaucoup plus important. Et voilà, le rythme se trouve différemment aussi, parce que sur le travail avec les frères, il y a différentes propositions de plans séquences qui ont chaque fois une dynamique différente, avec des mouvements qui s'inscrivent différemment. Est-ce qu'on privilégie plutôt l'un ou l'autre? Enfin voilà, il y a c'est un autre type de recherche, vraiment. Mais il y a quelque chose que je trouve vraiment sublime, même si on a des points de départ qui sont tout à fait différents, même si un des points de départ est plus planifié, l'autre pas tellement, même si on a une certaine organisation très mesurée, une caméra qui n'est pas comme ça, même comme ça, le rapprochement des personnages est préparé avec une ossature où on perd la barrière de la fiction et la non-fiction. Même dans le cas de ce film, il y a une image que j'ai trouvée très intéressante, une fille qui est trop petite, qui n'est pas en lien avec cette question du cinéma et du monsieur qui doit être avec la caméra placée comme ça. Elle se retourne, elle regarde dans la caméra et cette scène est restée dans le film, donc elle a été gardée. Donc il y a quelque chose dans cette construction que je trouve comme un univers. Je pense que vous donnez un univers qui est très semblable entre la fiction et la non-fiction. Oui, c'est intéressant ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais moi, je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que dans le métier de monteur, que l'on travaille sur une fiction ou sur un documentaire, il y a toujours une histoire, et autour de cette histoire, il y a une vérité à trouver. Et autant je pense qu'il y a un peu il y a toujours de la fiction dans le documentaire et il y a toujours du documentaire dans la fiction. Sinon, je veux dire, il y aurait une part de vérité qu'on ne trouverait pas. Moi, je pense quand même que dans nos parcours, que ce soit le mien ou de n'importe quel monteur,
il y a quand même des choix qui se précisent et je pense que formellement, si Roberto a choisi de travailler avec moi, c'est aussi parce qu'il appréciait le travail des frères Dardenne. Donc, de manière indirecte, dans sa manière d'aborder le cinéma et dans sa manière d'aborder la réalité, il y a des similitudes. Voilà, ça, je pense pas que je suis une monteuse qui serait sollicitée pour des films avec plein d'effets spéciaux, tu vois, bon, comédie, je sais même pas si, je crois que j'en ai quand même fait déjà, mais je pense qu'il y a quand même un créneau. Les gens se disent, ben voilà, elle a une sensibilité pour faire ce type de film-là, ce film que moi j'ai aimé, et c'est sans doute pour ça que j'aimerais bien travailler avec elle. Donc il y a aussi un peu de ça. Et je pense que Roberto, même si c'est très, très différent, c'est aussi quelqu'un qui travaille, il réfléchit, il a une idée. D'abord, il travaille en immersion, il travaille très longtemps avec ses protagonistes, donc il les connaît très, très bien. Et par exemple, si on revient à ce film-là, j'espère que c'est pas trop abstrait, que les gens peuvent retrouver des images aussi longues vues, ou enfin bon voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple la scène de fin, c'était quelque chose qui était déjà déterminé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est construire tout pour arriver à cette scène-là, en amont. Donc voilà. Te iba a preguntar ahora Et que... j'allais vous demander également, maintenant que vous avez mentionné cette idée de la vérité, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, il y a un concept de vérité qui est très ample, très vaste, n'est-ce pas? On peut dire beaucoup de choses. Mais je pense que dans le ciné en particulier, la vérité a quelque chose à voir avec une position politique, idéologique très marquée dans le cinéma. Un peu, je pense que c'est une question à laquelle vous avez déjà un peu répondu, je pense, car vous avez cet attrait en tant que monteuse. Mais est-ce que c'est quelque chose, d'après vous, qui doit être ainsi? Est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres types de films qui existent? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'à partir du moment où on parle d'œuvres, de projets artistiques, je pense que le champ est ouvert, le champ est large. Et voilà, moi, c'est vrai que je suis peut-être je suis attentive au fait que l'histoire qu'on me propose, le projet qu'on me propose, que ça me sert à réfléchir sur qui est l'autre, ou comment vit l'autre, ou quelle est son histoire, voilà, quelle est soit sa charge humaine, quelle est sa place dans la société, ou qu'est-ce que Voilà, pour moi, c'est très important, mais je ne veux pas fermer le cinéma à cette unique fonction-là. D'ailleurs, le cinéma, c'est aussi... je pense qu'il y a des fois, j'ai envie de voir des films qui sont des films beaucoup plus légers, des films plus de divertissement, ou voilà, je pense que c'est important de laisser ça très ouvert. Parfois, c'est simplement des films qui recherchent quelque chose de plus formel, quelque chose de plus conceptuel. Et je pense qu'il a tout autant sa place dans l'œuvre, dans l'univers cinématographique du monde. Ça va servir pour plein de gens. Peut-être des gens vont s'inspirer, peut-être des gens vont faire des mélanges entre différents styles. Donc non, je suis plutôt pour la variété. Après, voilà, je suis quand même attentive au fait que ça soulève des questions. Ça ne donne pas forcément des réponses non plus, parce que je pense que c'est important que le cinéma, à l'intérieur d'un film, il y ait des espaces de réflexion, que le spectateur puisse trouver une petite place dans l'histoire, puisse s'identifier ou pas, rejeter les protagonistes ou pas. Mais je pense que j'aime bien que le cinéma rende le spectateur actif, d'une certaine manière.
Voilà, mais ça n'empêche que voilà, je peux aller voir un James Bond et je trouve plein de plaisir à aller voir un James Bond ou un Pirate des Caraïbes, peu importe, voilà, il y a des moments pour tout. Donc je pense que c'est important pour que, voilà, que tout ça reste très ouvert. Et pourtant, de notre côté du monde, on a l'impression que ces espaces où le spectateur a un lieu actif dans la réflexion est de plus en plus réduit, se réduit de plus en plus, et les recherches sont toujours de plus en plus réduite sur les nouvelles plateformes et cela semble toujours difficile à proposer. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ce type de film sera une sorte de ghetto, des possibilités réduites, ou est-ce qu'il va pouvoir y avoir un certain équilibre? Euh, oui, enfin, je te rejoins un peu là-dessus. C'est vrai que après, c'est pas toujours comme ça en salle de montage, mais quand on est confronté, parce que j'imagine bon, que tout le monde est confronté à cette situation-là, c'est-à-dire on est en salle de montage, on travaille avec un réalisateur. À un moment donné, quand on est sur une étape sur laquelle on est content, on est confronté au producteur. Après, ils ont parfois une autre demande. Et puis après, on est confronté aux distributeurs. Donc, c'est des étapes de vision sur lesquelles, moi, je me rends compte qu'il y a une recherche parfois d'efficacité. Voilà. Et que parfois, j'ai l'impression que cette efficacité-là, d'avoir des récits qui se tiennent, enfin, qui sont tendus, que voilà, j'ai l'impression que je suis confrontée à ça de plus en plus sur les derniers films sur lesquels j'ai travaillé. Après, moi, je pense que il y aura, je crois, et je me battrai pour ça, pour que il y ait de la place pour des cinémas, des films, des récits plus spécifiques et tout ça. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la distribution, c'est vrai qu'il y a des plateformes, il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas, j'imagine que ça fonctionne aussi comme ça chez vous. Il y a plein de plateformes, enfin, il y a Netflix, voilà. Mais il y a plein d'autres plateformes aussi qui existent où, par exemple, on peut voir des trucs beaucoup plus pointus, beaucoup plus particuliers. Et j'ai l'impression que ça va être plus du cinéma. Nous, en français, on appelle ça... Enfin, c'est un terme qui est employé pas uniquement pour le cinéma, mais des trucs, des plateformes de niche, quoi. Par exemple, des plateformes qui vont diffuser du documentaire ou voilà. Par exemple, nous ici, on a une plateforme, je pense, qui est tchèque, qui s'appelle DaFilm, où il y a du documentaire, mais c'est des films très particuliers. Et moi, avant, je n'avais pas accès à ça. C'était très difficile de voir ce genre de projet-là. Et avec cette plateforme-là, qui relaye des festivals ici européens de documentaires quand même assez importants, comme l'USAS ou enfin, des choses comme ça, on peut voir des projets vraiment où tu te dis, mais on ne les voyait pas en télé. Donc, je pense que moi, je garde espoir et je pense que si on est curieux, nous, spectateurs, mais je pense qu'on peut vraiment trouver des trucs peut-être à la limite plus facilement que précédemment avec la multiplicité de ces plateformes. Évidemment, il ne faut pas se cantonner et se refermer sur Netflix. Il faut être curieux et il faut chercher. Et il y a vraiment plein de choses. Même sur des grosses plateformes comme Mubai et tout ça, c'est vrai que les premiers trucs qui arrivent, c'est beaucoup plus spécifique que je suis en train de faire de la pub pour les plateformes. C'est pas grave, mais voilà, je pense qu'il faut être curieux et je pense qu'il y a de la place pour ces films-là. Et peut-être que si on engendre et justement on fait en sorte que nous, qui sommes intéressés, on sollicite ces plateformes-là, ben voilà. Et puis, je pense que le cinéma a toujours sa place, mais je pense qu'il doit s'adapter à la situation. Je pense qu'ici en Europe, c'est vrai que
au niveau des distributions et tout ça, ben, c'est un peu la crise. Mais en même temps, si on est sur un cinéma qui propose un truc beaucoup plus vivant, avec des rencontres, avec des techniciens, avec des masterclass et tout ça, il y a du monde qui vient voir. Et je pense le fait de réamener le spectateur dans d'autres projets que simplement aller au cinéma pour voir un film, mais un film avec un débat ou un film avec une rencontre ou un type de festival spécifique avec une thématique, je pense que ça peut recréer des liens. De toute façon, il faut s'adapter. Voilà, il faut vraiment s'adapter. Il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu et créer des nouvelles choses. Donc, je resterai quand même plutôt optimiste. Qué bueno, sí, qué bueno. Eh bien, c'est agréable de vous entendre parce que j'ai une tendance à être plus pessimiste, donc ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ça. Maintenant, pour rebondir sur cette question, justement, il y a une question aussi dans le cinéma de chercher à ne pas rester hors du système, qui fait partie plus exactement de vos sujets de prédilection, je trouve, du ciné que vous montez, en tout cas. Par exemple, dans Le gamin au vélo, cette question apparaît aussi de l'enfant qui est en dehors du système, dans Deux jours, une nuit, de même, avec les droits du travail, qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, eh bien, l'individu est en dehors du système. Et il y a un jeu d'être à l'intérieur, en dehors, et d'injustice qui font partie, je trouve, de vos thématiques. Est-ce que c'est une question de conviction, d'études, de famille? Qu'est-ce qui vous a amené à ces sujets de manière aussi claire? J'ai toujours été, enfin, moi, je pense ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est l'histoire oui, peut-être des gens qui sont exclus de la société, pas exclus, mais qui ont une spécificité, qui ont difficile de trouver leur place au sein d'une société plus classique. Mais c'est en même temps quelque chose c'est un peu pour tirer aussi la sonnette d'alarme sur des gens, voilà, qui ont... Là, maintenant, je suis en train de travailler sur un film sur des enfants qui sont arrivés en Europe par des réseaux d'immigration clandestins, sur des mineurs qui arrivent ici en Belgique, qui sont envoyés par leurs parents pour gagner de l'argent, pour ramener de l'argent là-bas, mais c'est quand même des enfants qui sont tout petits, qui ont entre 16 et 12 ans. Donc, je me retrouve encore dans cette thématique de parler d'histoires très spécifiques. Mais en même temps, je pense que ces histoires-là, c'est pas simplement leurs petites histoires. Ce que ça fait pour moi, c'est que ça nous questionne, nous, sur notre place dans la société, et ça attire notre attention sur eux, et ça fait en sorte que ça éveille chez nous une prise de conscience. Et que ces films-là, ça permet à l'ensemble de la société de savoir qu'il y a aussi des gens qui sont dans des situations comme ça, qu'on croise peut-être dans la rue, et que si on ne s'arrête pas pour parler avec eux, pour leur demander, eh ben, on ne sait pas dans quelles difficultés ils sont. Et le fait de créer, de travailler sur des thématiques comme ça, j'espère que ça nous questionne, nous, en tant qu'individus, sur notre place et notre rôle que l'on a dans la société et sur les gens qui nous entourent. Parce que je pense que des gamins comme le gamin au vélo ou comme Marion dans Deux jours et une nuit, ben on les croise, mais le fait de s'arrêter
sur leur histoire pendant 1 heure et demie, mais je pense que ça nous renvoie à nous-mêmes. Et parce que quand par exemple Marion, euh, elle fait le tour des maisons et qu'elle va demander aux gens, je me souviens, je me suis faite cette réflexion-là quand j'étais en cours de montage, euh, en me mettant à sa place à elle, il faut de la force pour aller chez les gens et leur demander ça. Mais je me mettais aussi dans la place de la personne qu'elle interrogeait. Et je me disais, et moi, si j'étais dans cette situation-là, que j'ai aussi une famille, j'ai aussi 2 enfants, je dois aussi nourrir ça, qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette question-là, ça m'a guidée pour donner le tempo du film. Pour donner le tempo du film dans le sens où combien de temps j'avais besoin qu'elle marche pour aller sonner à la porte. Combien de temps je laissais aux gens pour lui répondre oui, lui répondre non. Enfin, tout ça a vraiment joué. Je me suis vraiment mis dans sa peau, mais aussi dans la peau des autres gens. Et je pense que le fait, là c'est peut-être un exemple précis et parlant, parce que c'est vraiment une question qui était posée, mais dans les autres films, c'est aussi une question qu'on pose au spectateur. Et on lui pose à lui, toi spectateur qui est là, comment tu réagirais, voilà. Et je pense que, voilà, c'est aussi des films qui, j'espère, font ce travail-là chez les spectateurs qui le voient, comme ça le fait chez moi, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. J'espère. Sí, perfecto. Mais si, parfaitement, très bien. Et je pense que c'est véritablement ça, c'est un film qui nous interroge tout le temps. Qu'est-ce que je ferais à sa place, à leur place? Une sensation et c'est justement quelque chose que j'aime beaucoup, euh, de demander, de faire en sorte que le spectateur a envie de dire, mais sors-moi de ce plan, coupe ce plan, je n'en peux plus, je ne peux plus voir son visage, ne m'emmène plus voir encore un autre collègue de travail. Mais en plus, qu'il ne soit pas avec son fils ou ses enfants ou sa famille et tous ces plans, le dernier plan du gamin au vélo, je me souviens quand il se lève, qu'il se réveille et que l'on se rend compte qu'il n'a rien de physique, mais que toute sa blessure est psychologique et on laisse ce plan, on le laisse s'en aller hors de ce plan. Eh bien, évidemment, ces tensions, ces questions que vous mentionniez à l'instant sont là et c'est pour ces raisons que l'on se consacre au montage, n'est-ce pas? Parce que ce plan, justement, dure exactement le temps nécessaire. Et en ce sens, vous défendez, vous pensez également la durée de vos plans au moment du montage et ça vous est arrivé de les défendre en disant non, laisse le plan un peu plus long parce que j'ai besoin que justement le spectateur ressente telle ou telle chose. Oui, bien sûr. Oui, c'est toujours cette fameuse place-là. Oui. C'est surtout sur des choses comme ça où justement il faut pas tirer pour être complaisant, il faut tomber le plus juste possible. Après, je pense que chaque monteur a sa propre sensibilité et d'une certaine manière, il impose un petit peu sa sensibilité quand même au spectateur, mais au moins j'essaye d'être le plus droite et le plus assise dans mon confort à moi. Et je pense au spectateur aussi, dans mon confort à moi, dans ce que l'histoire a raconté aussi, dans le rythme de l'histoire, combien est-ce qu'on a besoin pour en sortir. Voilà. Oui, bien sûr, il y a une question. Le montage, c'est pas simplement un rythme rapide. Tous les montages, un montage bien fait, c'est parfois un rythme lent parce que ça correspond à l'histoire. Enfin, moi, ce que je me dis quand même assez souvent, c'est que les temps, ils sont justes à partir du moment où on a trouvé l'équilibre entre 3 paramètres qui, pour moi, sont d'une part le déroulement de l'histoire, donc la narration, la dramaturgie, d'autre part le rythme que le comédien donne
au film, parce que c'est quand même lui le moteur. Je dirais les réalisateurs, ils choisissent un comédien ou un autre, parce qu'aussi il a un rythme, il insuffle des temps dans ses respirations, dans sa manière de dire le texte, dans sa manière de bouger et tout ça. Et le troisième paramètre qui est la mise en scène des réalisateurs. Donc, à partir du moment où ces trois paramètres-là rentrent en fusion et qui ne font plus qu'un, mais je pense que le film commence à exister et j'ai l'impression que nous, monteurs, notre quête, c'est un peu ça, quoi. C'est trouver ce fameux point d'équilibre entre ces trois choses-là. Et je pense que quand on a trouvé ça, on a le bon tempo du film. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un truc, c'est presque inconscient, hein. C'est pas quelque chose que je peux théoriser, expliquer dans mes coupes et tout, mais voilà, c'est ce que je dirais. Alors, le dernier film avec les frères Dardenne, c'est Le jeune Ahmed, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Si. Combien de temps cela vous a pris, par exemple, de monter ce film que vous connaissez déjà les réalisateurs, ce type de fiction, vous travaillez avec des assistants, comment organisez-vous votre travail? Et je rajoute une question que je viens de voir, d'ailleurs, si vous voulez l'ajouter, parce que est-ce que vous avez une méthodologie dans votre processus, dans votre travail? Est-ce que c'est vous qui construisez qui récupérez les plans, construisez l'histoire? Combien de temps cela vous prend et comment vous organisez-vous? Après, il y a une méthodologie générale. Après, je pense qu'il faut avoir assez de souplesse pour s'adapter au projet. Pour moi, l'idéal, c'est pas toujours possible parce que ça dépend un peu des réalisateurs et de leur organisation, de leur planning et de leur envie aussi. Mais pour moi, l'idéal, c'est que je puisse visionner la matière seule. Alors, j'ai peut-être sauté une étape, mais je vais y revenir après. C'est de visionner la matière seule et de faire une première proposition, qui est une proposition qui essaye d'englober au maximum la matière, qu'on visionne ça, et puis là, on se met à travailler. En gros, c'est plus ou moins ça. Après, si on rentre de manière plus précise dans ma méthode de travail, que ça soit en documentaire ou en fiction, j'ai un assistant ou une assistante, ça dépend des productions, qui prépare toute la matière, qui s'occupe de la synchro, qui m'organise des fichiers et des bins par scène. Et ça, que ça soit en fiction ou en documentaire, c'est-à-dire que si c'est en fiction, c'est simple, c'est le scénario. Donc, scène 1, scène 2, scène 3, scène 1. Je visionne toujours dans l'ordre du film et le moins possible dans l'ordre du tournage. Et si c'est du documentaire, je leur demande de resubdiviser la matière par scène. Donc, unité de lieu ou unité d'action. Et j'ai un listing avec toutes les actions. À côté de ça, quand moi je commence à visionner, j'ai toujours un cahier de dérochage qui est un fichier Excel avec la liste de tous les plans et avec mes commentaires, que ça soit en fiction, des différences dans les scènes qui notent des différences de rythme, parfois des différences de jeu, des différences de cadrage, des questions que je préfère celle-là plutôt que celle-là et pourquoi. Donc, et ça, c'est un cahier qui me suit quand même pendant une grosse partie du montage pour le choix des prises ou parfois si une est choisie et puis parce que ça bouge aussi en fonction de la construction du film et qu'est-ce qu'on va mettre le plus en évidence, qu'est-ce qu'on va mettre en retrait dans nos choix et tout ça. Parfois, il y a des prises qu'on change et à ce moment-là, je peux retourner dans mon cahier de choix et voir pourquoi celle-là, peut-être celle-là correspondrait mieux. Voilà. Et puis, je dirais, pour un montage de long métrage, je suis plus ou moins sur une période de 16 semaines. Et en documentaire, plus ou moins la même chose aussi. Entre
Enfin, bon, après, ça dépend. Le dernier film, ils ont commencé avec 9 semaines et j'ai dit, c'est juste pas possible de faire un film en 9 semaines. Donc, on en a eu 12 et puis voilà. Bon. Mais pour moi, l'idéal, c'est plus ou moins, voilà, le plus souvent, c'est quand même 16 semaines de montage, à peu près. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Qu'est-ce que tu m'avais demandé encore? Si trabajas con asistente, que lo respondiste, Vous pero travaillez avec un assistant, vous avez déjà répondu à cette partie de la question, mais encore une autre question. La première scène, est-ce que vous la préparez-vous? Est-ce que l'assistant fait comme une pré-préparation des scènes? Non, je dois mettre ma main dans la pâte, comme on dit. Non, je préfère faire les premiers montages et les premiers choix. Sauf si parfois, bon, il y a je sais qu'il y a parfois des projets où pour une question de planning, je ne peux pas commencer dès le début. Et donc ça, c'est déjà arrivé que je travaillais avec quelqu'un qui faisait le premier montage et que je récupérais par la suite. Mais ça, pour moi, ce n'est pas la situation idéale. Après, c'est vrai que parfois j'ai des gens quand je parle d'assistanat, la personne commence le travail avant moi, elle chevauche un petit peu avec moi, mais après elle part et puis elle revient pour des tâches bien précises. Parfois, il y a des gens qui ont envie de suivre un peu plus le projet et je délègue peut-être des changements dans des scènes. Je leur demande d'aller voir si on ne peut pas arranger ça autrement ou des choses comme ça. C'est des choses bien précises, mais j'avoue, je suis assez solitaire. Voilà, j'ai besoin de manipuler la matière, d'aller chercher les choses. Ça me permet d'avoir du temps de réflexion aussi. Voilà, même des trucs techniques. Parfois, ça me permet de faire un peu du double tâche. C'est-à-dire, voilà, de faire des trucs un peu plus pratiques, mais en même temps, d'avoir la tête qui est toujours prise par des questions de narration ou des choses comme ça. Voilà. bueno, 16 semanas. 16 semaines. Je dois vous dire que le public latino-américain en général et le public argentin ressent maintenant une profonde envie. 16 semaines pour nous, c'est une vraie utopie. C'est quelque chose de jamais vu. Vous travaillez combien de temps sur un long métrage? Ah non, excuse-moi. Donc, vas-y. J'espère que quelqu'un va pouvoir répondre sur la boîte de discussion, mais c'est entre 4 et 6 semaines de travail, 8 semaines pour ceux qui ont plus de chance. Parce qu'il n'y a pas de budget, nous n'avons pas assez de budget en moyen. Bien sûr, peut-être qu'il y a des monteuses et des monteurs qui travaillent dans des meilleures conditions, mais c'est la réalité de notre ciné. Dans ce processus que vous racontez, quel est le rôle du réalisateur? Quel est le rôle et quand est-ce que le réalisateur commence à s'impliquer? À partir du moment où il accepte que je fasse le premier montage seul, voilà, on va parler de Luc et Jean-Pierre Dardenne, eux, ils me laissent faire le premier montage seul. Et puis on visionne, et puis à partir de là, on est presque tout le temps tous les trois. Donc donc je visionne, je fais un premier montage, et puis ça me prend à peu près 5-6 semaines, et puis après on travaille ensemble plus ou moins une dizaine de semaines. Il y a d'autres films où c'est différent, par exemple, parfois on visionne ensemble, et puis je fais le premier montage, donc on alterne, on visionne avec les réalisateurs, et puis je commence à monter, et puis on visionne encore les scènes d'après, je monte jusqu'à ce que j'ai un film complet, et à ce moment-là, on rentre vraiment dans le processus de montage. Parfois, les réalisateurs, moi j'aime bien beaucoup discuter en fait. Je suis pas trop
intéressée par monter des films toute seule. Je trouve que le fait de passer du temps de montage ensemble, de chercher qu'une proposition soit mise en place, mais qu'en même temps, il y a une réaction en direct derrière et qu'on reparte sur autre chose, ça se nourrit et je trouve que c'est voilà, la période, c'est pas simplement voilà, j'ai une proposition, je montre ça, on réagit là-dessus, mais aussi quand on est dans le processus de création et de recherche, ça permet aussi, ça ouvre d'autres portes. Après, il arrive aussi que on travaille des périodes, on refait un passage ensemble, par exemple, sur 2-3 semaines, et puis on me dit, on décide que je passe 2-3 jours à chercher des choses sur la structure, à restructurer, à réfléchir à la narration. Et là, je travaille seule pendant une semaine et je refais des propositions. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une seule manière de travailler. Je pense que c'est important d'être souple pour répondre d'abord au projet et puis de répondre au réalisateur. Je pense que c'est important qu'il soit à l'aise, c'est important de créer un climat de confiance, de créer une vraie relation et donc que les choses avancent petit à petit pour construire et que ça soit solide, que la relation, que la confiance soit solide et que vraiment on soit en communication et en dialogue avec, entre nous, mais aussi avec la matière. Voilà. Aprovecho esta pausa para... Je profite de cette pause pour dire Laura est une collègue ici en Argentine que je tiens au cœur. Laura, bonjour. Est-ce que tu pourrais parler de Clara Sola, le film de Nathalie Alvarez-Mécène? Je pense que c'est la première fois que vous racontez une histoire latino-américaine. C'est un film qui se passe au Costa Rica. Est-ce que c'est votre première fois avec une histoire latino-américaine? Est-ce que c'est une histoire entièrement tournée au Costa Rica? Nous n'avons pas encore vu ce film en Argentine, en fait. Je pense que c'est une troisième expérience. J'avais travaillé avec une réalisatrice uruguayenne, mais qui vivait ici en Belgique, et j'ai travaillé sur 2 films avec elle, dont un qui s'appelait Mas Angeles, qui était aussi une histoire très sud-américaine. Avec Nathalie, c'est le premier projet sur lequel on travaillait ensemble. Elle vit en Suède, donc c'est une coproduction entre la Suède, le Costa Rica et la Belgique. Toute la post-production s'est faite ici en Belgique, le montage image, le montage son, le mixage. Alors en fait, on a été mis en contact par le biais de la coproduction. Donc, à partir du moment où la post-production devait se faire ici, elle devait trouver des techniciens et elle connaissait les films de Roberto et les films des frères Dardenne. Et c'est par rapport à ces projets-là qu'on s'est rencontrés dans un premier temps et puis qu'on a commencé à travailler ensemble. C'était une très belle expérience. J'espère vraiment sincèrement que vous aurez l'occasion de voir le film là-bas et qu'il sera distribué chez vous. Mais pour plein de raisons, parce que voilà, moi, l'histoire de Clara m'a vraiment beaucoup touchée. C'est l'histoire aussi d'une jeune, enfin, c'est plus une jeune femme, mais d'une femme qui découvre, qui vit sous l'emprise aussi de la religion, qui a un handicap physique et qui doit répondre à des demandes parce que soi-disant elle est sainte, donc elle a des pouvoirs pour guérir les gens et tout ça, et donc elle est employée un peu comme ça par sa grand-mère. Mais elle décide de s'émanciper de ça et aussi d'apprendre à connaître son corps, à découvrir la sexualité. Et on est dans un monde un peu... la nature au Costa Rica est très puissante.
Donc, on est en rapport avec la nature, avec les éléments, avec les animaux. Il y a un côté un peu féerique, un peu poétique. Et voilà, tout ça, c'était vraiment pour ça un super chouette projet. Et le personnage principal a une vision particulière du monde. Elle a une position particulière. Elle ressent les choses de manière peu courante. Et c'est ça qui fait sa force et sa particularité. Avec Nathalie, on a travaillé. Bon, elle parlait pas français. Moi, j'ai des notions d'espagnol, mais pas assez pour pouvoir vraiment parler. Par contre, on travaillait en anglais. Et pour le reste, on avait eu l'occasion d'en parler précédemment, mais le fait de parler en espagnol ou dans une langue qu'on ne connaît pas vraiment, on a un autre rapport, mais je pense qu'il y a de toute façon toujours une forme de vérité. Il y a un rythme qui s'imprime, on sent quand les choses sont justes, moins justes, on sent le rythme. En même temps, englobé d'une petite abstraction. Et ce qu'ils avaient fait quand même, c'est qu'ils avaient sous-titré une prise par scène. Donc j'avais une notion du dialogue. Et puis à un certain moment, on mémorise les choses et voilà. Et puis Nathalie était là. Évidemment, elle parle espagnol couramment. ¿Cuántos idiomas hablas, Marie? Combien de langues est-ce que vous parlez, Marie? Je parle plusieurs langues, mais mal. Je parle un peu d'anglais, un petit peu d'espagnol, un peu de portugais et le français. Un petit peu d'italien. Mais je comprends, en fait. Je comprends plus que je ne parle. Voilà. Mais sinon, j'ai monté des films en chinois. J'ai monté des films en Acholi, qui est un langage en Ouganda. Alors là, nous, on n'y comprenait rien, ni moi, ni le réalisateur. Donc, c'était assez drôle. On avait une transcription sur papier, donc on a travaillé sur papier. Pas sur papier, mais on avait les papiers et on coupait. Et puis, à un moment donné, on s'est quand même dit, il faut quand même qu'on vérifie. Donc, il y a quelqu'un qui est venu et ça allait. Mais c'est marrant parce que toutes les constructions... Je crois que, de nouveau, il y a une question de langue. Mais par exemple, en Acholi, la construction de la langue, c'est les verbes à la fin. Le verbe est toujours à la fin. Donc, il y a une sonorité très particulière. Bon, et une fois qu'on avait compris ça, c'était plus facile. Mais ça allait, on n'avait pas trop commis d'erreur. Mais c'est bien, on est attentif à d'autres choses. C'est intéressant, c'est une autre expérience. Y siempre, en general, porque hiciste varias Et en películas. général, parce que vous avez tourné, vous avez fait plusieurs films où il y a plusieurs langues, est-ce que vous n'avez pas peur de pouvoir transmettre la vie, la particularité de chaque langue, ou est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui va au-delà du mot et qui peut être manipulé, qui peut être vu, que c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité? Oui, moi je pense que c'est. Enfin bon, après, je veux dire, c'est comme il y a toujours on revérifie par la suite toujours si tout est correct, si les coupes sont bonnes et tout ça. Mais il y a une musicalité dans les langues que si on est attentif à ça, peut-être pas au départ, mais à un moment donné, on rentre dans cette musicalité-là et on parvient à corriger, à couper, à resynthétiser s'il y a des choses qui doivent être ramenées. Et puis bon, après, à part la Choli, je travaille quand même avec les réalisateurs qui, eux, maîtrisent quand même plus ou moins la langue dans laquelle ils ont tourné le film. Donc, il y a voilà. Moi, ça m'a jamais vraiment posé. C'est plus. Le seul truc, c'est que c'est quand même plus fatigant. Voilà. Pour moi, au début, les premières semaines, ça me demande une grande concentration, une grande attention et c'est beaucoup plus fatigant. Après, une fois que j'ai passé le cap, que j'ai la musicalité, que je comprends tout, c'est bon, mais c'est plus fatigant.
mais pas sur toute la période de montage. Je dirais sur les deux, même je dirais les films de Roberto, qui sont en américain, mais c'est l'américain du Texas. Ils ont un accent qui est quand même bien. Par exemple, je me souviens le dernier qu'on a fait qui s'appelle What You Gonna Do When the World is on Fire. C'est la communauté noire africaine de la Nouvelle-Orléans, New Orleans, et des ghettos, voilà, donc ils ont vraiment leur propre identité linguistique. Et voilà, il a fallu un petit temps, et comme c'est un film où il y a quand même celui-là pas mal de dialogues, il y a beaucoup de discussions à plusieurs personnages et tout ça. Donc voilà, c'est juste un peu plus fatigant et ça demande plus de concentration. Est-ce que vous ressentez que vous avez des choses à apprendre maintenant du montage? Est-ce que vous vous posez des questions même aujourd'hui ou est-ce que vous ressentez que les choses se passent de manière tout à fait naturelle? Ou est-ce que vous ressentez que vous avez des choses à apprendre de la part des réalisateurs aussi? Ah oui, toujours. Ça oui. Oui, bien sûr. Pour moi, bon, après, je ne dis pas que chaque film, je le commence, mais chaque film, c'est un défi, c'est une narration à trouver, c'est d'autres questions, et puis les réalisateurs, j'essaye, bon, c'est vrai que j'ai quand même, il y a une lignée qui s'est construite dans ma filmographie, mais par exemple, l'univers de Clara Sola est très particulier. J'ai travaillé sur un film aux États-Unis qui s'appelle The Diary of a Teenager Girl de Marielle Heller, qui est aussi très différent parce qu'il y a de l'animation dedans. Et puis moi, je pense que le réalisateur, oui, il a toujours des choses à nous apprendre. Et dans sa volonté, dans la manière dont il veut raconter son histoire, mais aussi ce qu'il y a dans la matière. Il faut rester... rien n'est jamais acquis. Je pense qu'il faut toujours se poser des questions. Tous les films... il y a sans doute une patte, on a, je pense, tous une patte, un petit peu, une petite couleur, mais quand même, il faut rester hyper ouvert et toujours se poser les questions pour trouver les bonnes réponses, parce que sinon, je crois que si j'étais, j'arrête. Ouais, non, je cherche toujours, bien sûr. Una hermosa película esa y difícil, ¿no? Un très bon film, un film magnifique avec des scènes très particulières. Je me souviens la scène lorsqu'elle n'avait pas encore eu sa première relation sexuelle et tout le processus de ce film est très difficile. Oui. Alors, après, c'est un film que j'ai fait il y a une petite dizaine d'années. C'était un film qui était aussi recadré dans une époque. C'est un film qui était inspiré d'un comics de, je ne sais plus très bien l'auteur. Tu parles de Derry, c'est ça? Tu parles de quel film? Non, le diario de una adolescente. Non, toujours le journal d'une adolescence. Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est un film, bon, elle découvre la sexualité avec le compagnon de sa maman, donc qui est beaucoup plus âgé, et c'est vrai que c'était assez particulier, mais je pense que les comédiens ont amené une telle profondeur que même si le sujet peut être un peu touchy, je pense que la manière dont il l'incarne et comment le film se termine,
en se rendant compte que cette gamine, bon, bah, elle a franchi un pas et elle s'est affranchie de cet homme-là et elle a découvert la sexualité, mais bon, en même temps, elle a découvert ce que c'était d'être une femme, elle s'est détachée de ça, elle l'a toujours vécu avec son caractère, il y avait un contexte historique qui était là et tout. Ben voilà, je pense que pour nous, les comédiens étaient très, enfin, pour moi, les comédiens étaient très importants et je trouve que la manière dont ils ont, même le personnage masculin, la manière dont il a pris en charge leur rôle, voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer ça aussi parce que je pense que c'est des histoires qui arrivent aussi, je crois. Donc voilà. Bueno, no te quiero sacar. Bien, je ne veux pas non plus que l'on prenne trop de temps et que je pose toutes les questions. Peut-être pouvons-nous regarder un peu les questions qu'on est en train de nous poser. Daniel pose une question. À quel moment la musique rentre dans votre processus de montage? Alors quand je travaille sur des projets où l'univers musical est déjà, enfin, il fait partie de l'écriture du film et tout ça, j'aime bien que ça arrive en cours de montage image. Et je dirais que les premières discussions ont lieu après un ou deux passages. Le premier passage qui est l'assemblage, un deuxième passage qui est déjà OK, on prend des décisions, on fait des choix, on enlève, on restructure et tout ça. À partir du moment où on a fait ce deuxième passage-là, je pense qu'il est important de prendre contact avec le musicien, de lui envoyer le projet, qu'on se retrouve en salle de montage, qu'on commence à discuter des endroits que lui a senti, que nous, on aimerait bien, qui nous envoie des maquettes et à ce moment-là, on continue à travailler le montage image avec les maquettes musique. Et on fait des allers-retours entre les deux, entre la salle de montage et le musicien. Voilà. Et puis après, soit on a terminé, mais c'est quand même pas toujours le cas. Mais après, le monteur son prend le relais pour les derniers ajustements, placer les bons enregistrements en studio. Voilà. Mais je pense que c'est important d'inclure ça en amont, en cours de montage image. Y es el músico, vos dijiste, está en la Et le musicien va dans la salle de montage directement avec le réalisateur, je pense aussi. Et donc, vous avez des discussions avec les musiciens. Avec le compositeur, peut-être pas les musiciens, mais si ça se présente et que c'est possible et que ouais, je pense que c'est bien qu'on se rencontre au moins une fois physiquement. Bon, parfois il y a après on peut pas le faire systématiquement parce que ça prend du temps sur le temps de montage image et tout ça, mais au moins qu'on ait une vraie rencontre. Voilà, qu'on passe, je sais pas moi, en général ça prend presque une demi-journée à une journée. À décider, voilà, à discuter, à voir quel univers sonore, si le réalisateur ne l'a pas déjà déterminé avec le musicien. Mais en même temps, si un réalisateur choisit un musicien, c'est qu'il connaît déjà son univers sonore qui correspond à son projet. Et, voilà. Donc, voilà. Oui, je pense que ça, oui, au moins une fois, si c'est possible, c'est l'idéal. Y te sigo preguntando. Et je passe alors à la question suivante. Merci, Marie. Lorsqu'il y a beaucoup de textes, est-ce que vous utilisez des enregistrements? Beaucoup de textes, je ne comprends pas. Supongo que se refiere a si cuando hay... J'imagine que la question doit faire référence au moment où il y a beaucoup de dialogue ou quand il parle dans une autre langue. Est-ce que vous utilisez est-ce que vous utilisez la transcription complète de tout le texte? Oui, enfin, je réfléchis. Par exemple, dans le film
sur les enfants soldats en Ouganda, One Element, on avait un dossier comme ça avec toutes les traductions. Tout avait été traduit. Tout. On avait tout. Après, là, je vais travailler sur un film avec une réalisatrice. Ah, mais en fait, j'ai fait d'autres films avec qui se passent au Pérou. J'ai fait un film qui s'appelle My Name is Tania, aussi, dont une des deux réalisatrices est péruvienne. Et là, elles repartent au Pérou pour tourner le prochain. Et là, elles vont faire aussi un passage de... la personne qui va faire la synchro des rushs va aussi me faire une traduction de au moins une prise déjà en sous-titrage. En fiction, en général, c'est pas écrit, c'est plutôt juste un sous-titrage sur une prise. Voilà, et elles vont adopter le même principe pour leur prochain projet. Voilà. J'aime bien, en général, mais bon, je suis un peu gênée par rapport à mon temps de montage. C'est vrai que ça me paraît beaucoup par rapport à votre réalité, qui est de 4 à 8 semaines. Voilà, mais qu'est-ce que j'allais dire? Por las traducciones y desgrabaciones, pero Les traductions et les transcripts, et lorsque c'est en français, est-ce que vous utilisez des dialogues aussi au moment du montage? Papier, les textes? non. Je dirais que, par exemple, en fiction, moi, le scénario, je le lis avant le tournage et puis je l'oublie, je le mets de côté, je n'y retourne pas. Voilà. Et même si je fais un premier montage seul, je le fais quand même pas en allant rechercher des choses dans le scénario, je le fais de manière très libre, mais par contre, je n'enlève rien, je ne soustrais pas des parties. Je pense que j'ai besoin de voir toute la matière une fois, mais déjà avec des choix d'angulation, des choix de prise, des choses comme ça qui ne correspondent peut-être pas à comment le scénario est écrit. ¿y trabajas con algún sistema de tarjetas? Et vous travaillez avec un système de montage vidéo avec carte graphique? Oui. Carte graphique, moi je travaille sur Avid ou Premiere, mais le plus souvent c'est Avid. Voilà, et je travaille avec 2 écrans. Bah, peut-être je peux montrer parce qu'en fait je suis dans ma salle de montage. Voilà, ça c'est 2 écrans et puis de travail. Et j'ai mon 3e écran qui est, voilà, qui est la sortie plein cadre du film en fait. Donc j'ai 2 écrans avec mes bins et ma timeline et j'ai une sortie plein cadre là. Et puis aussi, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'à partir du moment où je travaille plus sur la structure et sur la narration, ce que je fais, c'est que je fais des fiches pour chaque scène, fiches papier, et avec une petite description de ce que la scène contient et une image représentative de la scène que je place sur un mur. Et quand je commence à bouger les choses, à restructurer tout ça, en général, je travaille d'abord avec ça et puis je mets en place là-bas. Et avec quel programme vous avez dit Premiere et Avid, c'est ça? Vous éditez Oui. avec Premiere? Je travaille plus avec Avid qu'avec Premiere. Bien, merci. Je continue à poser les questions. Il en reste peu. Anna demande si vous travaillez également avec le scénario quand il existe. Réponse que je pense vous avez déjà donnée. Vous le lisez au début, puis vous le laissez de côté, n'est-ce pas? Oui.
Sí, estoy leyendo las preguntas mientras. Pardon, c'est que je suis en train de lire les questions en même temps, mais oui, j'ai entendu votre réponse. Merci. Et ensuite, il y a une autre réponse de Christian qui aimerait savoir quels sont les moments les plus difficiles dans votre travail, dans votre trajectoire et pourquoi. Euh, Après, comment... Il y a toujours des moments difficiles en salle de montage. Je pense que quand on commence, c'est une découverte. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça la question. Je vais d'abord répondre comme je pense, et puis si j'étais pas juste, tu me corrigeras. Mais dans une salle de montage, sur un processus de montage d'un film, il y a toujours une période difficile. C'est-à-dire qu'au départ, bon, la mise en place de la structure et tout ça, c'est la découverte. On construit, on construit, on construit. Et puis, il y a toujours une période de crise où on commence à faire les constats de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer. Alors, parfois, ça se passe bien parce qu'on trouve les solutions. Et puis parfois, on cherche pendant des semaines, pendant 2, 3 semaines. Et puis tout d'un coup, les choses peuvent se débloquer très très vite. Parfois, sur une journée, on débloque des trucs sur lesquels on travaille depuis 3 semaines. Parce que je pense qu'en salle de montage, il y a même une espèce d'excitation. Enfin, moi, je sens même une espèce d'excitation ce jour-là, parce que il y a une espèce que moi j'appelle un état de grâce, où on se dit, ah purée, ça y est, c'est ça qu'il fallait faire. Mais c'est parce qu'on y a réfléchi et qu'on a employé plein de pistes pendant 3 semaines, et tout ce travail de recherche, mais parfois il est difficile, il est douloureux. Voilà. Et puis après, ce qui est parfois compliqué aussi, c'est une fois qu'on est confronté, comme je le disais en début de session, au regard des producteurs, au regard des distributeurs, et qu'on a plein de choses qui nous reviennent, mais qu'en même temps, on doit pouvoir réinterpréter, qu'on est quand même les seuls à connaître la matière, et que parfois les propositions qu'on nous propose ou les questions qu'on soulève, mais c'est pas forcément là que ça se passe, mais il faut se rendre compte, nous, que ça se passe ailleurs et que les solutions sont ailleurs. Donc c'est aussi une période qui peut être difficile, mais ça, enfin, voilà, comme tu disais tantôt, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et j'en changerai pas. Je veux dire, ça reste pour moi dans la création cinématographique la meilleure place. Mais c'est la meilleure place pour moi parce que ça me correspond au niveau de mon caractère et tout ça. Après, des mauvaises expériences avec des réalisateurs. Bon, il y a déjà eu des périodes de crise, des périodes plus difficiles. Sur tous les films que j'ai montés avec les frères, mais il y en a où c'était plus fun et plus drôle que d'autres. Il y a des films qui étaient plus compliqués. Voilà. Parce que chaque film, chaque tournage envoie son énergie dans la salle de montage. Et ça fait partie du jeu. Et tout le monde, enfin, je pense que tous les monteurs savent que la salle de montage, c'est un peu la psychanalyse du réalisateur, la psychanalyse de la matière, et que c'est un endroit où il y a plein de questions qui arrivent. Il y a une intimité qui existe aussi, donc c'est un espace clos. Voilà. J'ai pas eu beaucoup vraiment de mauvaises expériences que ça se termine mal. J'en ai eu 2, 3, mais bon, ça arrive, ça fait partie du parcours, et puis voilà, ça s'est pas fait. Mais voilà, en général, je dirais qu'à 90%, je suis toujours sortie comblée d'un travail, d'un montage sur un film, quoi. Voilà. Et que si j'estime que le réalisateur... je dirais le réalisateur, je pense que c'est un métier qui est tellement difficile, être réalisateur. Ça demande tellement d'énergie, de conviction, de convaincre les gens, de se battre avec les gens pour faire passer ce qu'ils ont envie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense que vraiment, ça...
que voilà, je suis toujours très heureuse de participer à l'élaboration de leurs projets, à aller chercher parce que ils l'ont tellement réfléchi, ils ont tellement réfléchi aux intentions, où mettre les choses, que parfois notre travail, c'est d'aller les faire réémerger de la quantité de matière. Mais c'est là, les choses, elles sont là. C'est juste le travail pour les remettre devant, les remettre en valeur, les bonifier. Mais voilà, et ça, donc c'est normal que parfois il y ait des conflits, mais ça fait partie du jeu. Et puis, voilà, je pense que ça vaut toujours la peine d'essayer. Je pense que c'est un métier qui demande aussi beaucoup de stratégie, beaucoup de diplomatie. C'est un métier où il faut parvenir à contourner les problèmes, à arriver par en dessous pour pouvoir vraiment faire passer nos idées et puis parfois reconnaître qu'on se trompe aussi. C'est pas parce qu'on arrive en salle des montages qu'on a toujours raison. Parfois, on se trompe et il faut le reconnaître aussi. Il faut, voilà. Oui. Je sais pas si j'ai répondu à la question, vraiment. Sí, creo que la pregunta también Oui, oui, apunta. je pense que la question aussi cherchait à savoir si à un moment vous avez dit, oh là, j'en peux plus, je vais ouvrir un restaurant et je ne fais plus jamais de ciné de ma vie. Non, non. Par contre, maintenant, avant, j'enchaînais beaucoup les projets. Maintenant, voilà, parce que je connais plus de gens, donc je parviens à planifier et à faire des périodes où, voilà, de un mois ou voilà, un mois où j'ai pas. Et ouvrir un restaurant, non, mais aller à la campagne, oui. Lire, oui. Aller au cinéma, oui. Parce qu'aller au cinéma quand on est dans une salle de montage, c'est pas toujours évident. Parce que voilà, on a passé quand même toute la journée devant des écrans et c'est vrai que le soir, on a envie de faire d'autres choses. Donc, j'essaye de plus en plus de mettre des périodes où je peux faire d'autres choses. Voilà. Tengo un montón de preguntas. Et j'ai encore beaucoup de questions qui viennent d'arriver, Marie. Pas de souci, on y va. Me pregunto si podés contar un poquito Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le processus de Rosetta? Est-ce que c'était déjà prévu dès le début, le rythme de montage? Est-ce que vous en avez parlé avec le directeur? Rosetta, tu as dit? Sí. Oui. En fait, c'est le deuxième film que j'ai fait avec eux. On avait déjà travaillé ensemble sur La Promesse, qui était un film qui avait déjà une certaine énergie, mais qui était moins dans le corps des personnages. Et je me souviens, à un moment donné, sur une scène, on avait discuté, c'est la scène où Amidou tombe. Tombe, et dans le truc de béton, là, de béton. Et on avait justement discuté de qu'est-ce qu'on prenait? Est-ce qu'on faisait la caméra, on prenait plutôt les plans qui faisaient corps avec le personnage, ou parce qu'il y avait des plans qui étaient beaucoup plus extérieurs, à une plus grande distance et tout ça. Et je sais bien qu'à ce moment-là, on avait discuté, on avait dit, mais dans ce plan-là, la caméra, elle fait vraiment corps avec le personnage. Et puis on avait même discuté de manière plus générale. Et puis après, ils ont fait Rosetta, et je pense que Rosetta, c'est vraiment un film où la caméra, c'est le corps de Rosetta, c'est une guerrière. Donc la matière était déjà très dirigée dans cette direction-là. Il travaille aussi avec un super chef-op et cadreur qui est Benoît Dervaux. Et donc, il y avait déjà cette énergie-là dans le film et on l'a compressé, on l'a maximisé au maximum pour que ce film, ça soit, voilà, qu'on soit collé à son corps,
que c'est une guerrière, qu'elle marche, qu'elle bouge, voilà, ça c'était les choix de départ. Après, on a toujours affiné ça et on a rendu ça le plus cohérent possible. Et on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours ces fameuses 3 lignes-là. Rosetta, c'est aussi la comédienne, quoi. C'est Emily Dequesne qui a donné cet impulse-là. C'est Benoît, avec sa manière de filmer, qui a et c'est le récit qui fait que c'est une boule de... Voilà, c'est un truc hyper tendu et hyper physique. Incluso creo recordar, por ahí me estoy equivocando, pero creo recordar... Je pense que je me rappelle que il y avait quelque chose de très présent dans le son, les bruits, il y avait une certaine composante du corps qui était présent avec le personnage, n'est-ce pas? Oui. Alors ça, c'est un truc un peu particulier. En fait, comme c'est une caméra mobile, donc, et que Benoît, le caméraman, fait corps avec elle, évidemment, il y a tous les bruits de ses pas à lui, puisqu'il se déplaçait avec elle. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait sur le plateau, c'est que pour chaque prise, ils ont refait une prise de son de la prise, de l'action. C'est-à-dire, ils refaisaient les trajets plusieurs fois. Et au niveau du montage son, après, ils se sont servis de ça pour remplacer plein de directs. Et c'est pour ça que c'est très... que physiquement, dans le son, elle est aussi très présente, quoi. Donc, il faisait des sons seuls pour toutes les scènes. Acá pregunta Carlos, supongo. Ici, on a une question de la part de Carlos, mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pensez aux monteurs comme s'ils étaient des écrivains? On se base sur la littérature et votre formation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans votre forme de travailler qui est lié à cette question de réécrire le film pendant le processus de montage. Oui, moi je pense que c'est le métier qu'on fait. C'est ça, juste qu'on n'emploie pas des mots et on emploie des images et des sons. Mais je pense qu'on écrit, oui, c'est une forme d'écriture avec... je veux dire, il y a déjà il y a un brouillon, enfin plus qu'un brouillon qui est là, il y a déjà des choses qui sont écrites, mais nous, on fait en sorte de ramasser tout ça pour que ça fasse... On travaille aussi beaucoup sur le temps. On est aussi des gens qui... Le montage, c'est ça, c'est trouver le bon temps du film, le bon temps du film au niveau de son rythme, le bon temps de la narration aussi, et de faire en sorte que une durée de 1h30 ou 2 heures, ça raconte une partie de la vie de quelqu'un qui est peut-être étalée sur 6 mois ou 3 mois ou 1 an ou 10 ans. Donc, on est aussi des gens qui travaillent sur la temporalité et sur le temps. Je pense que c'est aussi très important. Et de la même manière, c'est aussi quand on a trouvé le bon temps du film que le film il a trouvé sa place et sa raison d'être. ¿Tenés en este momento algún director o directora? Maintenant, est-ce que vous avez un réalisateur qui est votre modèle avec qui vous aimeriez travailler, un réalisateur que vous admirez beaucoup, quelqu'un comme ça? J'aurais bien voulu travailler avec Cassavetes. Mais Moi aussi. non, il y a... Oui, il y a... Qui est-ce que... Là, il n'y a pas de nom qui me viennent en particulier. Je viens de voir récemment le premier film de Chloé Zhao qui s'appelle Song Brothers Taught Me, qui est un film qu'elle a écrit, réalisé et monté. Je suis très admirative de son travail de montage. Donc, Chloé Zhao, c'est elle qui a réalisé No Man's Land et qui a aussi l'autre film qu'elle a fait, The Rider, voilà. Mais son premier film, qui s'appelle Song Brothers Told Me, c'est... Voilà. J'aurais bien voulu faire un montage comme ça. Vraiment, c'est très, très beau. Et au niveau de l'écriture, c'est vraiment très, très bien.
Franchement, je vous le conseille. C'est un délice. C'est très inventif, c'est très osé, beaucoup de liberté. Ah, et ça, je voulais rajouter pour Rosetta aussi, c'est qu'on avait énormément de liberté. On a pris toutes les libertés qu'on voulait. Les frères, ils étaient ouverts, mais comme ça, on a pu tout essayer. C'était, voilà, c'est ça aussi. Un truc aussi que j'aimerais rajouter, c'est que j'aime beaucoup travailler sur des premiers films et des premiers longs métrages, parce que justement, il y a quelque chose de l'ordre de la naïveté, de la liberté, qui parfois un peu disparaît parce que les réalisateurs sont confrontés à des retours publics, à des retours médias, à des retours presse, et que parfois, ils ont osé des choses sur des premiers films qui n'osent plus par la suite et ça devient plus classique. Et je pense que si vous découvrez ce film-là dont je vous parle, le premier film de Chloé Zhao, voilà, moi je me suis dit, ah mais oui, c'était son premier film. Voilà, mais c'est très très bien. Oui, donc pourquoi pas. Mais voilà, non, j'ai pas de noms qui me viennent comme ça. J'aime beaucoup le cinéma asiatique aussi. J'aime beaucoup le cinéma asiatique aussi. Et puis, des réalisateurs, ouais. Pasolini, j'aime bien. J'aime beaucoup ses films. Voilà, je sais pas. Bueno, yo no te quiero robar más tiempo. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. C'était un honneur. Vous êtes tellement ouverte, tellement généreuse. Pour moi, c'était un honneur de mener cette conversation avec vous. Je voudrais remercier aussi les personnels du congrès. J'ai ressenti l'honneur d'être ici, de représenter les monteurs et les monteuses partout en Amérique latine. Merci de m'avoir donné cette responsabilité. Merci de votre volonté. Tout ce qui a été discuté ici peut être continué et repris dans la page du Forum du Congrès. Merci à tout le personnel technique. Merci d'avoir fait en sorte que le Congrès se tient. Et pour nous, c'est un effort vraiment gigantesque. Je suis là et parlons avec vous, mais derrière les scènes, il y a plusieurs gens qui travaillent pour faire en sorte que cela devienne une réalité. C'est magnifique de pouvoir écouter quelqu'un comme vous, Marie. C'est un honneur. C'était vraiment fantastique de vous écouter, d'écouter votre position par rapport à notre travail et notre profession qui est vraiment magnifique. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à vous aussi. C'était vraiment, voilà, c'est super chouette de pouvoir. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir partager comme ça nos expériences. Et voilà, voilà. Enfin, là, j'ai vu plein de messages qui défilaient. Merci, merci. Voilà. On ne se rend pas toujours compte, mais voilà, moi, je suis aussi très touchée par vos retours et par le fait que vous organisiez des sessions comme ça. Et puis que c'est aussi une manière d'échanger, pas seulement au niveau européen. Moi, je rencontre parfois des monteurs belges, des monteurs français, mais le fait d'élargir le cercle comme ça, je trouve ça... On dit que c'est des métiers de solitaire parfois, parce que effectivement la salle de montage, c'est un huis clos, et que quand on est dans le processus de montage, c'est vraiment une bulle, on est à 2 ou à 3, et moi je suis complètement enfermée dans ma salle, juste avec l'équilibre avec ma vie privée, et que j'ai pas l'occasion de voir beaucoup de monde et qu'on travaille chacun comme ça dans des bulles et que c'est assez rare que, voilà, qu'on puisse se retrouver comme ça à discuter. Donc, ben voilà, on fait tous le plus beau métier du monde. Et merci beaucoup d'avoir organisé ça. Je voudrais aussi remercier Pau ou Paula qui est dans les coulisses pour la part technique. Je voudrais aussi remercier les interprètes Emilia et Nathalie, merci beaucoup, et Nicolas et Florencia qui nous donnent de leur soutien pour la partie technique. Ils ont beaucoup de patience lorsque nous ne comprenons pas où retrouver le lien. Merci.